À midi pile, un jour d'octobre maculé de sang en 52 après JMC, 19 000 hommes condamnés abaissèrent leurs armes et attendirent que l'empereur Claude tienne sa promesse de clémence. L'eau, rougie, clapait contre les flancs en feu des navires. Des combattants épuisés, des criminels et des prisonniers de guerre qui avaient survécu à des heures de combat naval se tenaient jusqu'aux genoux dans la mer artificielle. Au-dessus d'eux, la loge pourpre de l'empereur projetait son ombre. Ils avaient tout exécuté à la perfection. Morituri te salutant. Ceux qui vont mourir te saluent. Les paroles rituelles avaient résonné au-dessus du bassin inondé quelques heures plus tôt. Des épées de métal tintèrent en tombant dans l'eau cramoisie. Des boucliers s'y abîmèrent dans un grand plouf. Les hommes avaient offert à Rome son spectacle. À présent, ils attendaient les pardons promis. Soudain, les trompettes impériales éclatèrent à travers l'arène. Non pas les notes de la miséricorde, mais l'appel à reprendre le combat. Une panique ondula dans 19 000 gorges, tandis que des archers prétoriens bandaient leurs arcs le long du pourtour. La promesse de l'empereur n'avait été que théâtre, un acte de plus dans la mise en scène. Les gardes commencèrent à tirer sur la masse d'hommes qui, quelques instants plus tôt, pensaient avoir gagné leur vie. Nulle rive où nager, nulle sortie qui ne fût barrée de lances, seulement la valeur de divertissement de leurs derniers instants de trahison. Mais comment la civilisation la plus avancée de l'humanité transforma-t-elle des sacrifices d'honneur, rituels en un divertissement de mort industrialisé? Pourquoi des millions de Romains, philosophes et prêtres compris, se persuadèrent-ils que l'orchestration de la souffrance était essentielle à l'ordre social? Pour comprendre comment nous en sommes arrivés à cet abattoir flottant, il faut remonter 3 siècles en arrière, jusqu'à des funérailles modestes où 3 paires d'esclaves combattirent pour honorer un patriarche défunt, plantant, sans le savoir, les graines qui fleuriraient en une atrocité à l'échelle de l'Empire. Le bronze de l'épée racla la pierre quand le premier gladiateur de l'histoire romaine s'effondra lors d'un enterrement. On était en 264 à Vétra. Sais, et Decimus Junius Brutus Caver venait d'inventer une tradition qui survivrait à sa civilisation. Son père reposait sur le bûcher, enveloppé d'un tissu coûteux, entouré de parents en pleurs. Mais Decimus avait préparé quelque chose de spécial, ce qu'il appelait son munus, son devoir envers les morts. 6 esclaves se tenaient dans l'espace dégagé devant le bûcher. Des amis, probablement des hommes qui avaient travaillé au même champ, mangé dans la même marmite, dormi dans les mêmes quartiers. À présent, ils serrèrent des épées inconnues, leurs mains d'agriculteurs tremblant sur des poignées de soldats. « Combattez », ordonna Decimus. « Honorez mon père de votre sang. » La foule des endeuillés se tortilla, mal à l'aise. Le sacrifice humain n'était pas romain, c'était l'apanage des barbares. Mais ce n'était pas un sacrifice, assura Decimus. C'était différent. C'était un sport avec un but. La première paire se mit à tournoyer. On entendait leur souffle par-dessus les hymnes funèbres. Ce n'étaient pas des combattants entraînés. C'étaient des outils agricoles à qui l'on avait donné des armes. L'un des esclaves, appelons-le Marcus, ne cessait de regarder le bûcher, puis son adversaire, puis les gardes en armes qui les entouraient. L'arithmétique était simple, combattre son ami ou mourir quand même. Mais ce n'était pas un meurtre, c'était le munus, un devoir sacré. Marcus frappa le premier, à l'aveugle, désespéré. Son adversaire, peut-être avait-il moissonné ensemble la saison précédente, tenta d'esquiver mais pas assez vite. Le bronze rencontra la chair, la foule haleta, non d'horreur mais d'autre chose, de nouveau. Le sang éclaboussa le sol sacré quand le premier homme tomba. La seconde paire était déjà poussée en avant. Les endeuillés se penchèrent. Les sanglots s'étaient tus. Même la veuve regardait à présent. Quand les 3 combats prirent fin, 3 hommes gisaient morts et 3 autres restaient debout, haletants, couverts du sang de leurs amis. Decimus hocha la tête, satisfait. L'esprit de son père avait été bien servi. Les survivants furent conduits à la liberté, annonça Decimus. La foule murmura « Approbation, justice et miséricorde équilibrées à la perfection ». « Magnifique » chuchota quelqu'un. « Les Étrusques font quelque chose de similaire, mais ceci à la dignité romaine. Ce qui avait commencé avec 6 hommes finirait par en faucher des millions. » Les invités des funérailles se dispersèrent, animés d'une étrange énergie. Ils étaient venus pour pleurer,
et repartaient en discutant des combats. Qui avait montré du courage? Qui s'était battu avec adresse malgré l'absence d'entraînement? À quand les prochaines funérailles? En quelques mois, d'autres familles nobles commencèrent à inclure des pères de combattants à leur cérémonie. Une paire d'abord, puis deux, puis trois. Le prétexte était toujours religieux, honorer les morts, mais tout le monde savait, ils venaient pour le sang. Un vieux sénateur écrivit à son fils, « Hier, j'ai assisté aux funérailles de Quintus. Les combats de gladiateurs m'ont troublé, et pourtant je n'arrive pas à cesser d'y penser. Il y avait quelque chose de pur dans ces luttes désespérées, quelque chose de vrai. » Les mots se répandirent parmi l'élite romaine comme du vin qui tache un tissu. Munus prit un nouveau sens. Ce n'était plus seulement le devoir envers les morts. C'était le don de la violence enveloppée de piété. En quelques décennies, le deuil privé devint une addiction publique et le mot lui-même en vint à porter un sens qui horrifierait jusqu'à ses créateurs. La voix du sénateur résonnait sous les voûtes de marbre. Doublez les gladiateurs ou perdez l'élection. On était en 216 AVV JJC, à peine 50 ans après ce premier combat funèbre. Marcus Aelius Lepidus se tenait devant le Sénat, la sueur perlant sous sa toge. Il ne discutait ni guerre, ni commerce, ni loi. Il négociait la mort comme stratégie de campagne. 20 pères, insista Lepidus. Mon adversaire en promet 15. Le peuple en attend davantage. La métamorphose avait été fulgurante. Ce qui avait commencé comme un rite funéraire privé s'était mué en monnaie politique. Tout Romain ambitieux comprenait désormais. Les votes s'achetaient avec du sang. Mais un édile ambitieux allait tout changer. Gaius Scribonius Curio avait un problème. On était en 53 à JC, et il devait devenir consul. Sa richesse était moyenne. Sa gloire militaire, nulle. Sa solution allait reconfigurer Rome à jamais. « Je vais construire quelque chose de nouveau », dit Curio à ses conseillers. 2 théâtres de bois dos à dos, le jour des scènes séparées pour les pièces. Mais regardez, fit-il avec des gestes enthousiastes. Ils pivotent. Les théâtres tournent sur des pivots et s'assemblent en un grand ovale. Un amphithéâtre pour les gladiateurs. Son architecte pâlit. L'ingénierie à elle seule me ruinera. Je sais, mais imaginez 5000 Romains regardant 50 paires de gladiateurs. Pas lors d'un enterrement, juste parce que... Le Sénat explosa lorsque Curio annonça ses jeux. Folie, tonna le vieux Caton. Combattre sans but religieux. C'est un sacrilège. Le sénateur Publius se leva lentement. Collègues, le peuple aime ces combats. Pourquoi l'État ne fournirait-il pas ce qu'il désire? Considérez cela comme une assistance publique. Le vote fut unanime. La démocratie venait de voter le meurtre de masse. En moins d'une décennie, toute carrière politique exigeait des offrandes de sang. Édiles, prêteurs, consuls. Chaque charge venait avec son bilan attendu de mort. Jules César, encore jeune et ambitieux, emprunta des sommes ruineuses pour offrir 320 paires de gladiateurs. Ses rivaux murmuraient à propos de faillite. La foule murmurait à propos de générosité. « As-tu entendu » demandèrent les citoyens sur les forums. « Les gladiateurs de César auront des armures d'argent, de l'argent pur, tu as entendu ?» Les mathématiques de l'avancement devinrent grotesques. Un historien calcula qu'atteindre le consulat exigeait désormais de causer quelques 100 morts. Le Sénat n'en parlait pas ouvertement. Il discutait de logistique, où loger les gladiateurs, comment se procurer des prisonniers, des normes de qualité pour les armes. Marcus Tullius Cicéron, grand orateur et philosophe, écrivit à un ami « J'ai assisté hier au jeu offert par le jeune Pompée. 3 heures, 60 morts. La foule était transportée. Je crains ce que nous devenons. » Son ami répondit « Mais tu y as assisté, n'est-ce pas ?» L'État avait découvert quelque chose de plus sombre que le pain et les jeux. Il avait trouvé que le sang partagé créait une identité partagée. Quand 50 000 Romains hurlaient ensemble à la chute d'un gladiateur, ils devenaient un seul organisme, une seule volonté, facile à orienter, facile à contrôler. Bientôt, l'avancement se mesurerait non en discours ni en loi, mais en corps. Le lion n'avait pas mangé depuis 8 jours, exactement comme l'avaient prévu les maîtres des bêtes. Au fin fond des arènes romaines, une nouvelle profession avait émergé, les bestiaires, non pas les combattants, mais les gardiens, des hommes qui comprenaient que les prédateurs naturels n'étaient pas assez cruels pour le divertissement romain.
qu'ils avaient besoin d'amélioration. Titus Flavius s'occupa des cages pendant 20 ans. Il tenait des notes rigoureuses. Les lions exigent 7 jours minimum de jeûne pour une agressivité fiable. Les ours, seulement 4, ils sont naturellement plus hargneux. Les léopards sont imprévisibles. Parfois, ils jouent trop longtemps avec leur proie, et la foule s'ennuie. La science était précise. Trop affamés, les animaux devenaient apathiques. Pas assez, ils pouvaient ignorer les condamnés. Un désastre en 62 après Texas JC vit un lion repu s'allonger à côté d'un prisonnier chrétien et s'endormir. La foule se révolta. Le maître des bêtes fut donné à ses propres animaux le lendemain. Mais les prisonniers apprirent quelque chose que les gardes n'avaient pas prévu. La nouvelle se répandit dans les cachots de Rome plus vite que la peste. Les condamnés à la damnatio ad bestias élaborèrent leurs contre-mesures. Certains se laissaient dépérir pour devenir des proies peu attrayantes. D'autres s'entraînaient, persuadés qu'un corps en forme résisterait mieux. Marcus, voleur, avait survécu 3 ans dans les geôles. Il enseignait aux nouveaux « Il vous asperge d'abord de sang, du sang animal pour vous faire sentir la nourriture. Mais si tu te roules d'abord dans tes propres excréments, ça marche ?» demanda un jeune prisonnier. Marcus montra ses cicatrices. « Je suis encore là. » Les maîtres des bêtes s'adaptèrent. Ils commencèrent à mêler des huiles, aromatiques aux sprays de sang. Ils testèrent différentes combinaisons sur des esclaves. Ils tenaient des tableaux de quel parfum excitait quel animal. La science au service du sadisme. On a conservé le journal d'un gardien. Essayez 100. D'agneau mêlé de miel sur le sujet 12. Réaction de l'ours immédiate et complète. À recommander. C'est alors qu'ils découvrirent le suicide dans le bloc de cellule 3. Un garde trouva un prisonnier qui s'était fabriqué un nœud coulant avec sa tunique. Ce n'était pas inhabituel. Ce qui troubla l'administration fut l'inscription, gravée sur le mur avec une pierre « Je meurs, Romain libre ». Le suicide devint épidémique chez ceux promis aux bêtes. L'administration y voyait un vol, celui du divertissement de la foule. De nouveaux protocoles apparurent, surveillance, continu gavage forcé, mains liées sauf pendant les repas surveillés. L'ironie n'échappa à personne. Rome travaillait plus dur à maintenir des condamnés en vie qu'à nourrir ses citoyens ordinaires. Un garde nommé Quintus écrivit à sa femme « Aujourd'hui, j'ai empêché un homme de se pendre. Demain, je le regarderai donner aux ours. Je ne dors plus. » Mais l'innovation la plus inquiétante sortit d'une boîte à suggestions. Oui, ils en avaient. Un citoyen proposa « Pourquoi ne pas utiliser la famille des criminels comme motivation ? Dites à un homme que ses enfants seront épargnés s'il offre un bon spectacle. » La proposition fut adoptée en 1 semaine. Un philosophe qui observait allait écrire des mots révélant la profondeur de la gangrène. 10 000 esclaves passèrent 6 mois à creuser ce qu'ils pensaient être un réservoir. Ils creusaient leur propre arène. Jules César se tenait au bord du gigantesque bassin, sa chlamyde pourpre claquant au vent. Le trou s'étirait plus large que le forum, plus profond qu'un immeuble de 3 étages. Les ingénieurs fourmillaient autour de lui avec mesures et calculs. Ce serait son chef-d'œuvre, non de guerre mais de divertissement. « Combien de navires ?» demanda César. 40 impérators, 20 de chaque côté. Et des hommes 4000 prisonniers, 2000 par flotte. César sourit. Le peuple romain avait vu des gladiateurs, des chasses aux bêtes, mais jamais une vraie guerre navale au cœur de Rome. L'histoire elle-même transformée en théâtre mortel. Les prisonniers ne savaient rien. Ils déblayaient jour après. Jour à qui l'on disait seulement que César améliorait l'approvisionnement en eau. Certains en plaisantaient. Enfin, quelque chose d'utile de ses mains. Vieux Brenne riait, accent épais. Il avait été capturé à Alésia, avait vu Vercingétorix se rendre. Maintenant, il creusait. Mais César avait une bataille précise en tête. « Ils recréeront Salamine », dit-il à ses conseillers. « Grec contre Persée. La foule connaît l'histoire. Elle la verra. » « Quels prisonniers joueront quel camp ?» demanda quelqu'un. « Quelle importance? Ce sont tous des ennemis de Rome. » La préparation fut méticuleuse. On consulta des historiens pour l'exactitude. On construisit des trirèmes grecs, plus petites, et des navires perses avec leurs décors distinctifs. On prépara des costumes. Les condamnés mourraient en personnages. 6 mois de creusement. Puis vint le branchement de l'aqueduc. Les prisonniers regardèrent l'eau se ruer dans leur excavation
sans encore comprendre. Certains acclamèrent, leur tâche achevée. Sûrement la liberté suivrait. Quand l'eau eut enfin envahi le bassin, ils comprirent. Bren se tenait enchaîné avec des centaines d'autres, lorsqu'on leur expliqua leur sort. Ils monteraient à bord. Ils se battraient. L'équipage qui flotterait le dernier vivrait. Promesse de César. « Mais je ne suis pas marin, » protesta. « Quelqu'un. Un garde rit. Tu apprendras vite ou tu mourras vite. » L'absurdité les submergea par vagues. Des Gaulois jouant des Grecs, des Germains jouant des Perses, tous exécutant une bataille vieille de siècles pour divertir Rome. L'histoire comme sentence de mort. L'entraînement fut bref et brutal. Comment ramer à l'unisson? Comment éperonner un autre navire? Comment aborder et combattre sur un pont qui tangue? Plusieurs se noyèrent à l'exercice. Les instructeurs haussèrent les épaules. Perte. Acceptable. César assistait à chaque séance de planification. Il insistait sur les détails. Les navires perses attaqueraient d'abord. Exactitude historique. Les Grecs feindraient la retraite, puis se retourneraient, comme à Salamine. Sauf qu'ici, chaque acteur mourait vraiment. Ce n'était pourtant qu'un avant-goût. Le prochain empereur ferait du lac de César une flaque. Le jour venu, 40 000 Romains entourèrent le lac artificiel. La loge de César dominait la rive orientale, pourpre et or flamboyant au soleil. L'eau était d'un bleu limpide. Elle ne le resterait pas. Les trompes annoncèrent le départ. 2 flottes glissèrent, bannières au vent. Grecs au nord, Perses au sud. 4000 hommes qui n'avaient jamais demandé à jouer dans le drame historique de César. La foule explosa quand le premier éperon frappa. Le bois éclata. Des cris, des corps à l'eau. Ce n'était pas une imitation. C'était un vrai combat. Naval, avec de vraies victimes. La précision de Salamine se dissout en survie chaotique. Breunis, habillé en hoplite, enfonça sa lance dans un Perse qui avait été son compagnon de cellule. Les yeux de l'homme, choqués, trahis, le entouraient pendant les quelques heures qu'il lui restait. Au coucher du soleil, seuls 3 navires flottaient encore. 200 hommes sur 4000. César, magnanime, leur accorda le pardon. La foule rugit d'approbation. Quelle clémence, quelle justice! Tandis que des esclaves vidaient le lac cette nuit-là, repêchant des centaines de cadavres de l'eau rosée, César planifiait déjà. « La prochaine fois, dit-il à son secrétaire, il nous faut un lieu permanent. » Ceci n'était que le début. L'aqueduc ne courait pas des 1000 pour apporter la vie à Rome, mais la mort à des milliers. Auguste hérita de la vision de son oncle et l'ancra dans la pierre. Là où Jules improvisait un bassin, Auguste bâtit des infrastructures. Sa nouvelle arène n'était pas seulement plus grande. C'était une cicatrice permanente dans la terre. Les chiffres défiaient l'entendement. 1800 pieds de long, 1200 de large. Un lac artificiel pouvant accueillir 30 navires de guerre grandeur nature. Mais la vraie innovation était invisible. Un aqueduc entier, l'Aqua Alcatina, construit uniquement pour inonder cette arène de mort. L'ingénieur en chef, Vitruvius, documenta tout. Ses plans ont survécu, montrant une précision mathématique appliquée au meurtre de masse. Les débits calculés pour remplir le bassin en exactement 6 heures. Les systèmes d'évacuation conçus pour retirer les corps efficacement. Aneliska. Plateforme conçue pour éviter les mouvements de foule quand 200 000 Romains assistaient. La pression nécessaire pour noyer des hommes efficacement. Les défis techniques fascinaient les meilleurs esprits de Rome. Quelle profondeur pour un combat naval authentique. Mais pas trop pour que les équipes de nettoyage récupèrent les cadavres. Vitruvius fixa 12 pieds, assez profond pour noyer, assez peu pour curer. Mais la physique créa des problèmes inattendus. Les navires avaient besoin de lest. On utilisait d'ordinaire des pierres, mais les condamnés plongeaient pour s'en emparer, se lester et se suicider. La solution: des compartiments de lest scellés. Même l'autodestruction fut ingénierée à l'écart. La route de l'aqueduc troubla certains ingénieurs. Elle traversait 3 bosquets sacrés, 2 cimetières, plusieurs fermes privées. Auguste balaya les objections. Le peuple a besoin de ces jeux. On saisit des terres. On déplaça des tombes. On abattit des arbres sacrés. Un fermier, chassé du domaine ancestral, maudit le chantier. Que chaque galon charrie du sang plutôt que de l'eau. Les ouvriers rirent jaunes. En un an, ces paroles devinrent prophéties. Maintenir la qualité de l'eau s'avéra complexe. La première nomachie à grande échelle sous Auguste recréa la bataille d'Actium, sa propre victoire sur Antoine et Cléopâtre.
30 navires par camp, 6000 condamnés. Ironie amère, beaucoup de prisonniers étaient des vétérans de la vraie bataille, forcés de rejouer leur défaite. Après 3 heures, un nouveau problème surgit. Le sang et les corps souillèrent l'eau à tel point que les navires progressaient à peine. La chorégraphie s'effondra en massacre visqueux. Des rames s'accrochaient aux cadavres flottants. La puanteur submergea les spectateurs des premiers rangs. Les ingénieurs d'Auguste travaillèrent toute la nuit. Au matin, ils avaient installé un système révolutionnaire, des conduites souterraines pour pomper de l'eau fraîche tout en drainant la contaminée. L'infrastructure de mort avait atteint un nouveau degré de sophistication. Un manuel d'entretien conservé détaillait les procédures, commencer l'apport d'eau douce après la première heure de combat, augmenter le débit en proportion des pertes estimées, vidange complète et remplissage entre les spectacles du matin et de l'après-midi. L'infrastructure était en place. Il ne restait qu'à lui donner une mythologie. Le musicien jouait magnifiquement de la lyre. L'ours s'en moquait. C'était l'inauguration du Colisée en 80 après J.C. Et l'empereur Titus avait promis des spectacles au-delà de l'imagination. La foule de 50 000 avait déjà vu des chasses et des combats de gladiateurs. Mais voici du neuf, la mythologie rendue à la vie, mortelle. Le condamné, un Grec nommé Alexios, avait été choisi pour son talent musical. L'ironie ne lui échappait pas. Dans sa patrie, il jouait les chants d'Orphée au mariage. Ici, il mourait comme Orphée pour divertir Rome. On l'habilla à la perfection. Robe blanche fluide, lyre dorée, couronne de laurier. De la loge impériale, on aurait cru Orphée lui-même apparu. La foule se tut quand Alexios entama sa musique. Ses doigts retrouvèrent des mélodies familières, des chants où l'amour transcende la mort, où la musique dompte la nature sauvage. Les enfants connaissèrent le mythe. Ce n'était pas ainsi que cela devait finir. Le jeune Marcus tira la toge de son père. « Mais père, Orphée charme tous les animaux avec sa musique. C'est l'histoire. » Le père se tortilla gêné. Parfois, les histoires doivent être mises à jour. L'ours surgit d'une porte cachée. 180 kilos de fin orchestrés. La foule retint son souffle. Dans le mythe, la musique d'Orphée apaise la bête. Elle se couche à ses pieds, pacifiée par la mélodie divine. Alexios joua plus fort, ses doigts volaient. La chanson était parfaite, prière désespérée et belle à des dieux peut-être à l'écoute. L'ours s'immobilisa, peut-être surpris par le bruit. Un instant, mythe et réalité s'alignèrent, puis l'entraînement prit le dessus. On lui avait appris « Homme plus arène égale nourriture ». Il chargea. Alexios joua jusqu'à la dernière seconde. Des témoins jurèrent que la musique continua même quand les griffes frappèrent à la chair, mais c'était sans doute l'imagination. Ce qui n'était pas imaginé, c'était le son des cordes qui rompent, mêlé aux cris harmonisés affreusement avec les dernières notes de la lyre. Mais le poète de cour prenait des notes, son ironie plus tranchante que n'importe quelle, lame. Le soir même, son épigramme circula parmi l'élite. Orphée charmait la nature dans les récits anciens, mais dans l'arène de César, l'ours resta sourd au chant. Nos bêtes seraient-elles plus sourdes que le mythe? Ou bien notre Orphée n'était-il pas assez bon? L'humour amer masquait une vérité plus noire. Rome n'avait pas seulement tué un homme, elle avait assassiné le sens. Chaque enfant qui aimait l'histoire d'Orphée avait désormais une fin nouvelle gravée en mémoire. Les récits sacrés qui enseignaient les valeurs de la civilisation devinrent des scripts d'exécution. S'ils pouvaient pervertir Orphée, aucun récit n'était à l'abri, surtout pas les religieux. Le tissu imbibé de poids collait à la peau en quelques instants. La victime deviendrait une torche humaine. Néron avait élevé l'exécution au rang d'art. La tunica molesta, la chemise importune, était son chef-d'œuvre. Trait de cruauté, à la fois punition et performance, horreur pure déguisée en justice. Le procédé était méthodique. On dépouillait les condamnés, on enduisait leur corps de cire, puis venait la tunique elle-même, tissée d'une étoffe grossière et imbibée de pois, de soufre et de résine. Le mélange était calculé pour brûler assez fort afin d'assurer la mort, assez lentement pour assurer le spectacle. Dans les jardins de Néron, des poteaux spéciaux avaient été dressés à intervalles artistiques. Oui, des architectes paysagistes avaient calculé les espacements pour une visibilité optimale. Trop près, la chaleur repoussait les invités. Trop loin, l'impact viscéral se perdait.
Les gardes avaient appris à se boucher le nez pendant la préparation. Marcus Flavius servit 3 ans dans l'escouade d'exécution avant de demander sa mutation. Dans ses mémoires, retrouvés des siècles plus tard, il écrivit « Le pire n'était pas la brûlure, c'était l'avant, peindre la poix sur la chair vivante pendant qu'il suppliait. Beaucoup buvaient. Moi, j'ai demandé à partir. Les condamnés savaient ce qui les attendait. Certains tentaient de s'étouffer avec leurs tuniques ordinaires. Les gardes retirèrent tout tissu, gardant les prisonniers nus jusqu'au dernier moment. Même la pudeur devint un outil de contrôle. Une innovation séduisit particulièrement Néron. Synchroniser les embrasements avec le coucher du soleil. À mesure que la lumière déclinait, les torches humaines illuminaient ces fêtes. Les invités déambulaient entre les corps en feu, discutant politique et poésie, pendant que des hommes hurlaient au-dessus d'eux. Mais les derniers mots d'une victime hantèrent même les bourreaux. Elle s'appelait Claudia, couturière chrétienne, accusée d'avoir insulté les dieux. Alors qu'on préparait sa tunica molesta, elle parla distinctement. « Vous me revêtez de flammes, mais vous vous drapez de honte. Ma douleur finit ce soir. Votre culpabilité brûlera toujours. » Le garde qui appliquait la poix, un jeune, nommé Gaius, s'arrêta net. Son commandant aboya. Gaius reprit, les mains tremblantes. Cette nuit-là, tandis que Claudia brûlait à la fête de Néron, Gaius la regarda depuis son poste. Elle ne cria pas une seule fois. En une semaine, Gaius avait disparu. Désertion, disaient certains. Conversion, murmurèrent d'autres. Son remplaçant trouva une note. J'ai peint ma dernière innocente de poix. Que Rome trouve d'autres. Main pour ces horreurs. Tertullien regarda des chrétiens brûlés et écrivit quelque chose qui survivrait à l'Empire. Le philosophe chrétien se tenait dans la foule forcé d'assister à l'exécution de ses frères. Au lieu du désespoir, il ressentit autre chose, la clarté. Il écrivit cette nuit-là. Le sang des martyrs est la semence de l'Église. Chaque torche que Néron allume n'éclaire pas notre destruction, mais sa propre ténèbre. Rome croit éteindre une menace. Elle propage un feu qu'elle ne peut contrôler, le feu de la vérité contre la tyrannie. Ces mots furent prophétiques. Chaque bûcher créait des témoins. Certains, horrifiés, se soumettaient. D'autres posèrent des questions. Pourquoi ces chrétiens mouraient-ils si paisiblement? Quelle foi pouvait transcender une telle agonie? Le spectacle censé terroriser devint témoignage. Néron avait transformé l'exécution en évangélisation sans jamais le comprendre. Les chemises de feu qui auraient dû étouffer un mouvement assurèrent sa survie. Le maître moral de l'Empire quitta l'arène en se sentant plus cruel et plus inhumain. Lucius Annaeus Seneca, philosophe stoïcien, conseiller des empereurs, conscience de Rome, avait assisté au jeu, non pas aux grandes mises en scène avec leur vernis d'honneur, mais aux exécutions de midi, l'entracte, du carnage pur, sans prétexte. Il écrivit à son ami Lucilius ce soir-là, la main un peu tremblante quand le stylet toucha la cire. Je passais à l'heure méridienne, attendant de l'esprit et du divertissement un peu de détente. Ce fut l'inverse. Les combats du matin étaient cléments en comparaison. À midi, rien que la boucherie. Le créneau de midi était réservé aux criminels nuisibles, sans entraînement, sans armes dignes de ce nom, sans espoir. On les poussait par groupes, on leur donnait des lames rouillées et on leur ordonnait de s'entretuer. Le survivant affrontait le prochain, ainsi jusqu'au dernier. Les spectateurs exigent que ceux qui viennent de commettre un meurtre soient jetés à ceux qui vont le commettre. Sénèque poursuivait, « Le vainqueur est retenu pour un autre massacre. La seule sortie est la mort. » Il continua, dit, « Allez tout en consignant sa propre corruption. » C'était sa honte. L'intelligence morale ne rompait pas la compulsion physique. Il savait les jeux mauvais. Il écrivait brillamment contre eux. Pourtant, quand sonnèrent les trompes, ses pieds le portaient à l'amphithéâtre. « Je rentre chez moi plus avide, plus ambitieux, plus voluptueux, plus cruel et inhumain, » confessait-il. L'honnêteté était brûlante. Le plus grand esprit de Rome admettant que la proximité du meurtre autorisé l'avait infecté. Mais Sénèque observa pire que sa faiblesse. Il regarda la foule, non la plèbe sanguinaire du cliché, mais des Romains ordinaires, mères et enfants, marchands, prêtres, maîtres d'école, tous penchés en avant quand la tuerie commençait. On lit la honte sur leur visage après, nota-t-il. Et pourtant, ils reviennent. Nous revenons tous. Ses élèves lisaient ses lettres le matin puis achetaient leurs billets l'après-midi.
L'hypocrisie se répandit dans les classes éduquées comme la philosophie elle-même. Ils approuvaient « ce n'est qu'au petit déjeuner », puis acclamèrent la mort après déjeuner. Un élève Lucain écrivit à son maître « Maître, j'ai mémorisé votre lettre sur l'influence corruptrice des jeux. Je l'ai citée au dîner hier. » Tout le monde acquiesça. Puis ils allèrent tous voir les gladiateurs. « Qu'est-ce qui ne va pas chez nous ?» La réponse de Sénèque a survécu. « Ce qui ne va pas, c'est que nous avons fait vice-vertu, brutalité, bravoure, meurtre, moralité. Nous avons inversé chaque valeur que nous prétendons tenir et nous l'avons fait si complètement que même le voir clairement ne change rien. » Mais les avertissements de Sénèque furent noyés par une foule découvrant son véritable appétit. Ils chantaient des hymnes quand les flammes atteignirent leurs pieds. Cela ne fit que mettre la foule en rage. La persécution systématique des chrétiens avait glissé de la nécessité politique au divertissement public. Ce qui avait commencé comme la répression d'un culte dangereux évolua en production théâtrale élaborée où la foi elle-même servait de combustible. En 64 après JKOC, après le grand incendie de Rome, Néron avait besoin de boucs émissaires. Les chrétiens étaient parfaits, assez mystérieux pour susciter la peur, assez pacifiques pour être capturés sans peine, assez nombreux pour alimenter le programme. Mais un phénomène inattendu surgit quand on se mit à les exécuter en masse. Les chrétiens refusaient le script. Les condamnés traditionnels suppliaient, maudissaient, luttaient. Ils livraient la courbe émotionnelle. Le public attendait défis, désespoir, mort. Les chrétiens brisaient la narration. Ils priaient pour leurs bourreaux. Ils chantaient. Ils souriaient. Un crieur d'arène, excédé, aurait lancé « Ces chrétiens refusent d'être de bons divertisseurs. Ils meurent comme s'ils allaient quelque part de meilleur. » Plus ils mouraient paisiblement, plus les exécutions se faisaient créatives. Si le feu ne brisait pas leur esprit, peut-être les bêtes. Si les bêtes échouaient, crucifixion, noyade, écorchage. Les ingénieurs de la mort travaillaient en heures supplémentaires, inventant des méthodes pour extraire la terreur adéquate de victimes inadéquates. Mais chaque escalade se retournait. Une jeune femme nommée Perpétue, dont le journal fut préservé, écrivit la veille « Demain j'affronterai les bêtes, mais j'ai déjà vaincu. Ils peuvent tuer ce corps. Il est temporaire. Ma vraie vie commence à la mort. » Elle entra dans l'arène portant sa fille, la confia à une chrétienne, puis fit face au léopard, les bras ouverts. La foule, attendant l'hystérie maternelle, assista à la transcendance maternelle. Beaucoup repartirent troublés. L'ultime geste d'une autre mère allait convertir son exécuteur. Blandine, esclave de Gaule, endura des tortures qui firent vomir des soldats endurcis, brûlés au fer, déchirés par les bêtes, pendus à un pieu. Sans cesse, elle répétait « Je suis chrétienne. Nous ne faisons rien de mal. » L'exécuteur, chargé de l'achever, un vétéran nommé Taurus qui en avait tué des centaines, s'avança l'épée à la main. Blandine leva les yeux, le sang coulant de 1000 plaies. « Tu as l'air fatigué, ami. Ce fardeau doit être lourd. Sache que je te pardonne et que mon Dieu t'aime. » La lame de Taurus trembla. On l'avait traité de monstre, démon, bâtard. Jamais d'ami, jamais pardonné. Le coup qui aurait dû être net fut de travers. Il fallut 3 tentatives. Cette nuit-là, Taurus disparut dans l'underground chrétien de Rome. Son billet de conversion était simple. Elle m'a appelé ami pendant que je la tuais. Quel Dieu enseigne un tel amour? Tout cela préparait le spectacle ultime d'un empereur, celui qui irait trop loin. Sous le sable, 200 hommes manœuvraient poulies et conduites. Ils ne voyaient jamais les morts qu'ils provoquaient. L'hypogée du Colisée était le plus grand miracle d'ingénierie de Rome. Non pour ce qu'il construisait, mais pour ce qu'il cachait. Sous l'air s'étendait un labyrinthe de chambres, couloirs et mécanismes, une ville souterraine dédiée à délivrer la mort efficacement. Des esclaves y travaillaient dans un crépuscule perpétuel, actionnant les ascenseurs qui catapultaient les bêtes dans la lumière, tirant les décors, contrôlant les vannes qui pouvaient inonder l'arène, les machinistes invisibles du carnage. Marcus Quintus supervisa la section 7 pendant 5 ans. Son carnet a survécu. Mardi, ascenseur 3 bloqué avec un lion à mi-course, bête agitée, 2 hommes perdus à l'extraction. Mercredi, infiltration de sang depuis au-dessus contaminant, les engrenages. Demander remplacement du sable refusé, trop cher. Les ouvriers développèrent leur propre culture. Jamais ils ne parlèrent de ce qui se passait au-dessus,
n'évoquant que la représentation. Il savait, bien sûr. Tout le monde savait. Mais la distance autorisait la dissociation. Un ingénieur comprit que son système d'inondation avait piégé des hommes. Cela se produisit lors d'un test pour une naumachie à venir. Gaius Maximus, ingénieur hydraulique en chef, activa son chef-d'œuvre, des conduites capables de remplir l'arène en 2 heures. L'eau jaillit, vanne s'ouvrant en séquence. L'arène commença sa métamorphose en lac. Puis des hurlements résonnèrent de la section 12. 20 esclaves, entretenant les cages, n'avaient pas été prévenus. L'eau surgit par les grilles de drainage, emplissant le couloir étroit. Les portes de sortie, conçues pour se sceller pendant les inondations, s'étaient verrouillées automatiquement. « Relâchez les verrous !» cria Gaius. « Impossible !» répondit son adjoint. « On viderait l'arène. L'empereur revoit demain. » Gaius courut au déverrouillage manuel. Son supérieur l'arrêta. 20 esclaves ou le déshonneur. Devant César, qu'est-ce que tu choisis? Les coups cessèrent au bout de 10 minutes. Le test fut jugé concluant. Cette nuit-là, Gaius modifia les loquets d'urgence pour qu'ils soient accessibles de l'intérieur. Son supérieur les fit retirer. « Compromet l'intégrité de l'eau », nota-t-il. La requête spéciale de l'empereur arriva, inondée pendant le combat. L'ordre venait directement de Claude pour sa grande naumachie, non pas avant la bataille comme d'habitude, mais pendant. Que les condamnés combattent tandis que l'eau monte autour d'eux, transformer la guerre navale en course contre la noyade. L'équipe échangea des regards. Techniquement possible, mais inédit. Le système était prévu pour une arène vide, pas pour 19 000 hommes. « Et ceux qui ne savent pas nager ?» demanda un ingénieur. Le messager impérial haussa les épaules. « C'est plutôt le but. » Tout était prêt pour la naumachie de Claude. 19 000 hommes allèrent découvrir que même l'obéissance parfaite ne sauve pas. Les trombes impériales se répercutèrent sur l'eau quand 19 000 condamnés comprirent que les pardons promis n'étaient que théâtre. Claude se leva, sa toge pourpre saisissant le soleil de l'après-midi. Son discours porta sur la mer artificielle. « Vous avez bien diverti Rome, mais il faut un final digne de votre ouverture. Reprenez le combat. Mourez glorieusement. Voilà ma clémence, une mort qui a du sens plutôt qu'une simple exécution. » La trahison se propagea parmi les flottes comme les vaguelettes qu'elle créait. Ce n'étaient plus des hommes frais. C'étaient des épuisés qui avaient déjà offert des heures de guerre navale. Des hommes qui avaient cru que la survie était possible s'ils respectèrent les règles, jouaient leur rôle, mouraient correctement. Un prisonnier d'As nommé Désibilus jeta son épée. « Nous nous sommes déjà battus, nous avons salué, nous avons tout fait. » Les archers prétoriens répondirent par des flèches. Visez non pour tuer, mais pour blesser afin de forcer la reprise. Le message était clair. Combattez-vous ou faites-vous déchiqueter lentement depuis la rive. Ce qui suivit ne fut pas une bataille, mais un meurtre mécanisé. Des hommes épuisés brandissaient des lames avec des bras morts. Des navires éperonnaient sans stratégie, tentative désespérée d'en finir plus vite. L'eau déjà rose vira au cramoisi. Certains tentèrent de gagner la rive. Des auxiliaires aux lances les y repoussèrent. D'autres plongèrent, préférant la noyade à la performance continue. Des gardes en barque les forcèrent à remonter avec des perches. Un Grec trouva l'énergie d'un dernier défi. Il grimpa au mât et cria « Romains, vous nous regardez mourir pour nous distraire, mais nous sommes des hommes. Nous avions des familles, nous avions des noms. Je suis Théron d'Athènes et je meurs en vous nommant tous meurtriers. » Une flèche l'atteignit en pleine phrase. Il tomba dans une eau déjà épaisse de corps. La foule acclama enfin, retrouvant quelque passion. Au coucher du soleil, pas un seul des 19 000 ne vivait encore. Claude avait tenu sa promesse de la plus cruelle des manières. Ils avaient reçu la miséricorde d'être libérés de ce monde romain. L'empereur déclara les jeux magnifiques. Les historiens les consignèrent comme un triomphe du divertissement romain. Mais quelque chose avait changé. Même la foule semblait morne en quittant l'arène. Elle avait déjà vu des morts spectaculaires, mais jamais une trahison d'une telle ampleur. Jamais une éradication si mécanisée de l'espoir. Des parents portaient des enfants endormis devant des conduites d'évacuation rouges, devant des esclaves qui repêchaient des cadavres d'une eau empoisonnée. Le sénateur Cassius écrivit ce soir-là. « J'assiste au jeu depuis 40. Quand aujourd'hui c'était différent.
Nous n'avons pas regardé des hommes mourir. Nous avons vu l'âme de Rome se noyer avec eux. L'appétit croît en se nourrissant. Mais que se passe-t-il quand plus rien ne rassasie? Sa question recevrait sa réponse en quelques décennies. Les jeux continuèrent. Chaque empereur s'évertuant à surpasser le précédent, jusqu'à ce que le pain et les jeux ne puissent plus masquer des caisses vides, des armées aux portes et la décomposition interne. Rome tomba, non sans avoir légué à l'histoire une leçon permanente sur l'aboutissement d'un divertissement sans conscience. Aujourd'hui, nous secouons la tête devant la brutalité romaine en binge-watchant la violence. Nous transformons la tragédie en contenu, consommant la souffrance humaine par écran au lieu d'arène. Le médium a changé. L'appétit, non. Les mots de Sénèque résonnent à travers les siècles. Chaque spectacle de souffrance que nous consommons pour nous divertir nous rend plus cruels et inhumains. Nous ne le remarquons pas, car notre colisée est numérique. Notre complicité se distribue en vues et clics plutôt qu'en acclamations. Les 19 000 morts dans la nomachie de Claude croyaient que la civilisation signifiait quelque chose, que les règles comptaient, que l'obéissance valait miséricorde. Ils découvrirent trop tard que, quand le divertissement vaut plus que l'humain, même l'obéissance parfaite ne vous sauvera pas d'être réduit à du contenu. Leurs corps furent brûlés dans des fosses communes hors de Rome. Aucun nom consigné, aucune tombe marquée, seulement des chiffres dans le registre des hauts faits d'un empereur. 19 000 humains réduits à une ligne. Claude offrit des jeux exceptionnels, mais leurs voix sans nom portent un avertissement que nous refusons encore d'entendre. La transformation du citoyen en spectateur, de l'empathie en appétit, de l'humain en consommateur se fait une atrocité divertissante à la fois, jusqu'au jour où vous vous retrouvez dans votre propre arène et réalisez trop tard que vous n'êtes pas dans le public. Vous êtes dans le spectacle.